Dans toute discussion sur la biologie ou sur l'évolution, l'idée d'espèce revient sans cesse. Et on a fait une vidéo entière sur les espèces d'ailleurs. Mais selon la définition courante, une espèce est un groupe d'organismes qui peuvent s'accoupler ensemble et engendrer une progéniture fertile. Ainsi, par exemple, sur cette image juste ici, il y a des espèces d'éléphants modernes et des espèces précédentes ou qui ont aujourd'hui disparu et qui sont apparentés aux éléphants modernes. Mais actuellement sur Terre, il n'y a que des éléphants d'Asie et des éléphants d'Afrique, et chacune constitue une espèce. Un éléphant d'Asie peut s'accoupler et produire une progéniture fertile avec un autre éléphant d'Asie, et un éléphant d'Afrique peut s'accoupler et produire une progéniture fertile avec un autre éléphant d'Afrique. Mais ils ne peuvent pas le faire entre eux. Un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique ne peuvent donc pas se rencontrer et s'accoupler pour produire une progéniture fertile. Et on le sait parce qu'il y a vraiment des gens qui ont tenté de le faire. Mais la question la plus évidente, et c'est l'une des questions centrales de l'évolution, c'est comment est-ce qu'on obtient des espèces ? À gauche, on a un dessin original de Darwin qui montre l'arbre évolutif des espèces. Il illustre comment il y a encore et encore cette ramification d'une espèce parente en deux, je pense qu'on pourrait dire en deux espèces filles différentes. Et on le voit aussi avec les éléphants, juste ici. À un moment donné, l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique ont partagé un ancêtre commun, qui était aussi, d'après ce schéma, un ancêtre commun du mammouth. Et si on remonte encore plus loin, c'est l'ancêtre commun de cette espèce que je ne connais pas, l'Anancus. Et on peut ainsi continuer à remonter à l'origine d'une espèce. Mais comment est-ce que cet arbre se ramifie ? Comment la spéciation a-t-elle réellement lieu ? Comment la variation au sein d'une population, d'une espèce donnée, devient-elle si extrême qu'elle sépare en quelque sorte ces organismes au point qu'ils ne peuvent plus s'accoupler entre eux et produire une progéniture fertile ? Eh bien, il y a plusieurs façons d'y penser. La manière la plus évidente d'imaginer ce qui se passe, ou peut-être l'exemple le plus intuitif, est celui de la séparation géographique. Le terme de spéciation renvoie à la formation de nouvelles espèces, et le terme technique pour la spéciation due à la séparation géographique est celui de spéciation allopatrique. Donc spéciation allopatrique. Donc la spéciation, c'est juste la formation de nouvelles espèces. Et allo veut dire autre, et patrique vient de la racine ou du mot patrie. Il s'agit ici vraiment d'une spéciation qui a lieu dans d'autres géographies, d'autres patries, donc due à une séparation géographique. Et l'exemple courant est celui des écureuils antilopes. Donc, il y a longtemps, au sud-ouest des États-Unis, avant que le Grand Canyon ne soit un canyon, et quand le fleuve Colorado ne constituait pas encore une barrière majeure, il y avait une espèce parente, une espèce ancestrale à ces deux individus-là, qui peuplait les deux côtés de la rivière. Et à certains moments de l'année, elles pouvaient traverser la rivière, ce qui permettait aux écureuils du nord et à ceux du sud de s'accoupler et d'engendrer une progéniture fertile, donc ils appartenaient tous à une seule et même espèce. Mais, au fil du temps, le fleuve Colorado a commencé à éroder de plus en plus les sols et la roche, et cela a fini par donner le Grand Canyon que l'on connaît aujourd'hui. Le Grand Canyon est donc devenu une véritable barrière géographique. Avant, les écureuils pouvaient traverser. Mais une fois que c'est devenu le Grand Canyon, ils ne pouvaient plus le faire, et c'est devenu très difficile, voire impossible pour eux, de se rencontrer. C'est pourquoi, maintenant, on a deux populations différentes. Ils ont la même espèce parentale, mais ils sont maintenant géographiquement isolés. Et depuis la formation du Grand Canyon, et depuis qu'il est devenu très difficile, voire impossible pour eux de traverser, il y a eu assez de dérives génétiques et de sélection naturelle, qui sont des processus évolutifs dont on a déjà parlé. Et l'écureuil antilope d'Aris, juste ici, qui vit du côté sud, et l'écureuil antilope à queue blanche, qui vit du côté nord, même s'ils se ressemblent beaucoup, comme tu peux le voir, ces écureuils ont maintenant suffisamment divergé pour devenir des espèces différentes, qui ne peuvent plus s'accoupler et engendrer de progéniture fertile. On peut donc intuitivement comprendre comment la spéciation allopatrique fonctionne. À cause de la séparation géographique, les individus ne peuvent plus s'accoupler et au fil du temps, leurs gènes changent sous l'effet de la sélection naturelle et de la dérive génétique. Mais qu'en est-il des situations où ils restent au même endroit et où théoriquement ils peuvent se retrouver et interagir ?
Est-ce qu'il peut y avoir encore une spéciation? Et la réponse est oui. Et cette forme de spéciation, qui a lieu au sein d'une même zone géographique, s'appelle la spéciation sympatrique. Et les exemples de spéciation sympatrique sont un peu moins évidents ou un peu moins intuitifs, mais il existe un exemple de spéciation sympatrique qui a potentiellement lieu à notre époque. Cette espèce ici, Rhagoletis pomonella, dont je ne prononce sûrement pas correctement le nom, est originaire d'Amérique du Nord. Et avant que les colons européens n'importent des pommes en Amérique du Nord, elle pondait ses œufs dans ce fruit ici qu'on appelle l'aubépine, et ses asticots vivaient à l'intérieur et mangeaient ses baies. Cette espèce utilisait donc l'aubépine pour se reproduire. Mais quand les colons ont introduit des pommes en Amérique du Nord, une sorte de sous-groupe de Rhagoletis pomonella a commencé à tirer parti des pommes et à y pondre ses œufs. Et ces asticots, du coup, se développaient à l'intérieur des pommes. Et actuellement, ce groupe a divergé, mais pas encore assez pour constituer une espèce complètement différente. En théorie, les différents groupes peuvent encore s'accoupler et donner une progéniture fertile. Mais ils n'ont plus trop tendance à le faire. Pourtant, ils sont dans la même zone géographique, et ce n'est pas vraiment difficile de voler du pommier à l'aubépine. Mais ils n'ont pas tendance à le faire. Et à cause de cette divergence de comportement, où certains décident d'aller vers les pommiers, tandis que les autres continuent à préférer l'aubépine, ils sont en train de développer des traits différents, qui sont sélectionnés en fonction du fruit qu'ils utilisent pour pondre leurs œufs. Ainsi, par exemple, ceux qui vont dans les pommiers ont maintenant un cycle reproductif plutôt aligné avec la saison des pommes, tandis que ceux qui restent dans l'aubépine ont un cycle reproductif plutôt aligné avec le cycle de croissance de ces baies. Et donc, les biologistes pensent qu'il s'agit d'un exemple de spéciation sympatrique qui se déroule sous nos yeux et que dans quelques centaines d'années ou peut-être dans 1000 ans ou plus, il y aura une divergence et que cela donnera deux espèces différentes qui ne pourront plus s'accoupler et engendrer une progéniture fertile. Un autre exemple, un peu plus sauvage d'une certaine manière, de spéciation sympatrique est celui des plantes. Ainsi, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, les organismes comme les êtres humains et en fait beaucoup d'autres organismes qui ont une reproduction sexuée sont des organismes diploïdes. Ils ont donc deux lots de chromosomes. Par exemple, les êtres humains ont deux lots de 23 chromosomes, ce qui donne au total 46 chromosomes. 23 qui viennent de notre mère et 23 qui viennent de notre père. Et donc, nous sommes des organismes diploïdes. Et en général, il peut y avoir des erreurs pendant la reproduction, et notamment lors de la méiose, qui conduisent à de la polyploïdie, où un organisme a plus de deux lots de chromosomes. Dans le règne animal, cela ne marche pas très bien. Habituellement, cela ne donne pas un embryon viable, un zygote viable. Mais dans le règne végétal, c'est un peu mieux toléré. Il y a donc des situations où on part d'une plante diploïde, et au cours de la méiose, il y a une erreur qui, au lieu de produire des ovules et des spermatozoïdes haploïdes, donne des ovules et des spermatozoïdes diploïdes, qui sont ensuite capables de s'associer pour former une plante qui sera tétraploïde. Donc une plante qui a 4 lots de chromosomes au lieu des 2 lots habituels. Et une fois que cette plante tétraploïde existe, elle ne pourra se reproduire qu'avec d'autres plantes tétraploïdes, et non avec des plantes diploïdes. Donc, chez les plantes diploïdes ici, lorsque la méiose fonctionne correctement, si on peut dire ça comme ça, parce que les erreurs de méiose participent sans doute à la spéciation, en particulier dans le règne végétal, cela donne donc un ovule ou un spermatozoïde haploïde. Et chez la plante tétraploïde, lors de la méiose, sa ploïdie se divise en deux en quelque sorte pour produire un ovule ou un spermatozoïde diploïde. Donc, le croisement entre une plante diploïde et une plante tétraploïde donnerait une plante triploïde, non viable ou stérile. Pourquoi ? Parce que la séparation des chromosomes, lors de la méiose, pour donner un ovule ou un spermatozoïde, ne se fera pas correctement. La plante tétraploïde est donc le résultat d'une spéciation. Il est vrai qu'on ne comprend pas encore comment toute la spéciation que l'on observe aujourd'hui s'est réellement produite. Mais on peut imaginer que ce genre de mécanisme, qu'on vient de voir, pourrait expliquer pourquoi il y a une augmentation du nombre de chromosomes chez certaines espèces et pas chez d'autres.
Donc j'espère que cela répond à certaines de tes questions et que tu t'en poses maintenant plein d'autres, car c'est vraiment passionnant de s'interroger sur la façon dont on obtient les espèces et sur comment on génère de la diversité à partir des espèces parentes ou ancestrales.